Alors, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Missing 411 Sasquatch, épisode 15. Chers amis, bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Missing 411. Je suis très excité de vous retrouver pour un nouvel épisode avec une nouvelle approche. Donc, nous laissons derrière nous deux épisodes relativement intéressants puisque nous avons pu voir que dans l'épisode 14, nous avons fait une analyse spirituelle du phénomène Missing 411. Et également couvert un premier épisode de Missing 411 Cryptid que nous continuerons la semaine prochaine avec un nouveau cryptide. Mais vous vous souvenez que je vous avais dit que avoir eu une épiphanie par rapport à Portlock, Alaska. Donc il me manquait quelque chose, il me manquait une vision de quelque chose qui me tarabustait et je n'arrivais pas à identifier ce que c'était. Et en fait, je viens de le trouver. Je viens pas de le trouver, mais ça fait un moment que je l'avais identifié. C'était l'élément lié à l'électromagnétisme. Nous avons pu voir que à Portlock, Alaska, il y avait beaucoup de choses liées au électromagnétisme autour du phénomène qu'on appelle les Nantinak, mais aussi dans le bosquet des murmures. Nous avions pu voir qu'il y avait des espaces souterrains qui apparemment, bougeaient et qui émettaient une certaine densité électromagnétique. Donc on va aborder aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent. Nous regarderons en détail les différents aspects des mystères de l'électromagnétisme et ses ramifications scientifiques, historiques et théologiques, ainsi que les récentes études réalisées sur l'exposition en fait à l'électromagnétisme, quels pourraient être les effets sur les êtres humains. Alors, malgré l'approche unique de cet épisode aujourd'hui, nous conserverons nos bonnes habitudes. Nous aurons un préambule avec deux parties. Puis nous aurons naturellement les cas du jour. Donc, dans la première partie du préambule, nous regarderons vos commentaires de Missing 411 Sasquatch épisode 14, où nous avons pu faire une analyse spirituelle. Alors, c'était pas Sasquatch spécifiquement, mais c'était Missing 411 analyse spirituelle, donc épisode 14. Et puis aussi vos commentaires sur le premier épisode de Missing 411 Cryptid sur le Dogman. Okay. Puis nous approfondirons dans la deuxième partie du préambule les différents aspects qui démontrent une cohésion autour de cet élément qui semble partout être relié à tous ces phénomènes. Donc que ce soit les ovnis, que ce soit à Skinwalker Ranch, que ce soit Portlock, Alaska, que l'électromagnétisme joue un rôle prépondérant dans tous ces aspects, ok, et notamment sur la partie Sasquatch. Donc nous aurons 4-5 chapitres à couvrir qui seront aussi fascinants l'un que l'autre. Premièrement, nous regardons quelle fut l'approche scientifique menée par Nikola Tesla et Albert Einstein en vision avec l'électromagnétisme, dont j'avais déjà parlé un petit peu, mais je vais approfondir le sujet. En deuxième chapitre, quelle relation entre l'électromagnétisme et notre histoire humaine et théologique? Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, l'électromagnétisme joue un rôle important ou non? Troisièmement, quelles études et expériences ont démontré le rôle de l'électromagnétisme dans l'altération des capacités humaines, comme ce fut démontré à Portlock, Alaska, en liaison avec les Nantinak, et puis notamment ce qui avait pu être découvert dans le bosquet des murmures. Puis quatrièmement, j'essaierai d'expliquer le lien entre les technologies basées sur le son, notamment comme annoncé pour les Vimanas, donc les ovnis décrits dans les textes védiques, et le lien avec l'électromagnétisme, et notamment le son, parce que Thierry Carton, dans ses commentaires de l'épisode 14, avait notamment mentionné que le son, certaines fréquences de son donnaient des figures géométriques. Donc nous regarderons cela ensemble et comment cela peut être lié à l'électromagnétisme. Okay. Puis nous aurons naturellement une conclusion du préambule qui sera naturellement toujours aussi compliquée à faire, mais j'essaierai de vous étonner encore une fois. Et puis naturellement nous aurons les 3-4 cas du jour qui seront centrés sur le Sasquatch, et notamment le quatrième cas sera le col du Dyatlov, ou Dyatlov Pass en anglais. Donc c'est un cas qui m'avait été suggéré par certains d'entre vous, et j'avais promis de le couvrir aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'on va couvrir le Dyatlov Pass, et naturellement je ferai le lien avec l'électromagnétisme, qui est le sujet ou la teneur du sujet d'aujourd'hui. Ok. Donc chers amis, nous avons beaucoup de choses à couvrir, donc suivez-moi alors que nous plongeons un peu plus profondément dans les mystères du phénomène Missing 411 et ses étranges disparitions liées au Sasquatch. Générique.
Donc, chers amis, donc nous allons commencer avec le préambule, la partie 1, la revue des commentaires. Et nous allons commencer avec l'épisode 14. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà passé en revue les commentaires de l'épisode 14 durant l'épisode 1 des cryptides. Mais depuis, il y a eu d'autres commentaires auxquels je vais répondre pour partager avec tout le monde. Ok? Donc, pour revenir sur l'épisode 14, si cela peut intéresser certains, durant l'épisode 14, nous avons en fait survolé une partie limitée de ce sujet. Si vous le souhaitez, nous pourrions faire dans quelques semaines une partie 2 de l'analyse spirituelle afin d'approfondir le sujet. Et donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. Maintenant, nous allons commencer par couvrir effectivement les nouveaux commentaires concernant l'épisode 14 de Missing 411, donc l'analyse spirituelle. On va commencer avec Thierry Carton 8151. Bonsoir Luc, je viens de reprendre ton épisode 12, Missing 411. Le cas numéro 5 est en effet très similaire au cas Dyatlov Pass. Plusieurs points me semblent communs. Présence d'une base militaire à proximité, observation diffuse de lumière dans le ciel nocturne. Alors ça, c'est assez commun quand on voit des Sasquatch. Auparavant, il y a toujours la présence d'OVNI. C'est très étrange. 9 décès incompréhensibles dans les deux cas. Une fuite incompréhensible dans un froid mortel. Les corps retrouvés ne présentent aucun impact de balle ni de blessure mortelle avec une arme blanche. Parce qu'on peut penser que les personnes ont pu s'entretuer, mais il n'y a rien qui corresponde avec l'état des corps retrouvés. Et les corps retrouvés semblent être broyés par une force et une pression inconnue. Les deux cas sont en effet très similaires à développer ultérieurement. Merci pour ton travail de recherche, le Belge. Alors, cher Thierry, vous savez combien nous apprécions tous les commentaires de notre Belge préféré. Donc, en effet, je couvrirai en détail aujourd'hui, dans un cas spécial, l'histoire de Dyatlov Pass en Sibérie, car tout me fait penser à un cas plutôt Sasquatch, et j'en expliquerai les raisons. Il y a aussi un lien avec l'électromagnétisme. Eneriland 9015, j'espère que tu vas bien et que tu vas trouver un job rapidement. J'ai testé les jumelles vision nocturne, ça fonctionne bien, mais rien vu de spécial entre temps. On entre dans l'hiver, donc le jour se lève tard. Je pars de bon matin pour des randos de 10 km. Je vais voir les ruines d'un vieux château. Peut-être je vais capter quelque chose. Bon courage et continue de faire tes vidéos. J'adore. À plus tard. Cher Eneriland, il faut à tout prix que vous partagiez avec nous vos recherches et vos essais avec les lunettes à infrarouge. C'est très intéressant. Pour les jobs, j'ai un peu de nouvelles. J'ai eu quelques pistes qui restent à faire avancer. J'ai eu quelques entretiens la semaine passée. J'ai une discussion aussi avec une université pour un doctorat en informatique. Donc ça bouge un peu et merci à tous et à toutes pour votre support moral. J'avoue, ça me touche énormément. Merci beaucoup pour votre support. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Donc si je peux en avoir un petit peu, ça fait toujours du bien. Merci. Donc, Aimin 9234, rien à voir avec tes sujets, mais que penses-tu de l'objet nommé Atlas? Donc le nom c'est 3i Atlas, donc 3i Atlas. Je crois qu'il s'approcherait de la Terre avec un essai de communication reçu sur Terre. Beaucoup de scientifiques s'accordent sur le fait que ce n'est pas normal, mais à quoi peut-on s'attendre et réellement? Alors, il y a beaucoup de rumeurs autour de 3i Atlas. On le compare notamment à Oumuamua, qui a été identifié en 2017, et Borisov, découverte en 2019. Ce sont tous les trois des objets interstellaires. Donc ça veut dire qu'ils ont une trajectoire hyperbolique à travers le système solaire. Donc une trajectoire hyperbolique, c'est-à-dire ils ont une ligne droite, c'est-à-dire qu'ils ne proviennent pas de notre système solaire, sinon ils seraient pris dans la gravité ou dans l'attraction autour du Soleil. Mais ce n'est pas le cas parce qu'ils proviennent d'ailleurs. Et donc, ils voyagent à grande vitesse, toutefois plus vite que Borisov et moins vite qu'Oumuamua. Et on parle d'environ 100 mètres secondes pour 3i Atlas, alors qu'Oumuamua faisait 300 mètres secondes et Borisov faisait 50 mètres secondes. Mais même ça pour une comète, c'est extrêmement rapide. En général, les comètes sont entre 50 et 60. La comète de Halley, par exemple, fait 60 mètres secondes et celle-ci est à 100. Donc c'est très élevé. Et certaines rumeurs parlent de caractéristiques uniques qui en feraient un drone extraterrestre. Sa trajectoire et sa vitesse semblent fluctuer de manière bien plus importante qu'uniquement due à la gravité et à l'attraction du Soleil. Et j'ai même entendu dire que sa masse changeait.
Alors, on peut effectivement penser que un astéroïde ou une comète peut avoir sa masse qui change parce qu'elle est composée de glace, et dans ce cas-là, l'exposition au soleil fait qu'elle perd de sa masse de manière importante, de par l'exposition et une forme de radiation et de chaleur qui proviennent d'un astre comme le soleil. Mais en vérité, Three Atlas est composé uniquement de pierre, donc on ne comprend pas pourquoi il y a une restructuration de sa masse de manière dynamique. Ça reste totalement incompréhensible. Beaucoup de gens pensent qu'il y a aussi des communications qui ont été effectuées entre Three Atlas vers des systèmes satellitaires sur Terre. Ça reste à confirmer. Bon, ce sont des rumeurs. Je ne sais pas si c'est vrai. On va continuer la revue des commentaires, mais maintenant sur Missing 411 Cryptid épisode 1, donc le Dogman. Donc, avez-vous pensé à me laisser savoir si vous croyez à l'existence du Dogman? Moi, j'ai dit clairement que je n'y croyais pas pour différentes raisons, mais avez-vous pensé à me le faire savoir? Donc, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de relater le nombre de votes qu'il y aurait pour la croyance ou non en l'existence du Dogman. Ok, donc on va commencer avec Geneviève Delassie. David Paulides est un homme extraordinaire et passionné. Alors moi, malgré les critiques qui ont été formulées, dont j'ai parlé moi-même, concernant David Paulides. Encore une fois, David Paulides n'est pas mon ami. Je voulais faire une interview avec lui, il a décliné parce que je ne faisais pas beaucoup de vues. Mais j'apprécie vraiment le travail qu'il a fait parce qu'il a donné une voix aux familles des victimes et offert son temps et sa passion pour faire connaître le phénomène en publiant lui-même les livres, en faisant les documentaires qu'il a financés lui-même. Donc sans lui, serions-nous réunis aujourd'hui sous la bannière Missing 411? Je pense que non. Cela aurait peut-être une autre appellation, mais pas Missing 411. Donc rien que pour ça, chapeau à lui, chapeau bas. David 91 300, nouvelle série forte prometteuse grâce à ton œil avisé. Je crois que ma vilaine sœur est un dragon cryptide, que dois-je faire? Alors on a eu un échange assez drôle entre David 91 300 et aussi Pilgrim. On a échangé, on a fait quelques blagues sur le sujet, donc si vous avez le temps de jeter un œil, en tout cas n'hésitez pas, c'était très drôle. Alors Thierry Carton, encore une fois, 81-51, bonjour Luc, comme d'habitude ton travail sur le sujet est très fouillé, très complet, merci pour tes recherches. Jadis, à de nombreuses occasions, je me suis retrouvé seul en pleine nuit dans les profondeurs des Ardennes belges, près de la frontière allemande, dans la forêt noire. Bien que formé pour ce genre de boulot, je peux te dire que les sens sont en alerte maximum, bien que lourdement armés. C'est une lutte mentale à chaque minute contre la peur. Ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que notre cerveau peut à tout moment vaciller et nous faire apercevoir des choses qui n'existent pas, des ombres qui se déplacent entre les arbres. Je pense que cet état psychique peut expliquer en grande partie l'apparition de cryptides dans la plupart des témoignages évoqués. À l'époque, je ne connaissais rien aux cryptides. Alors, cela est totalement vrai. Moi, quand j'étais aux États-Unis, de nuit, j'allais très souvent en forêt, parce que je travaillais beaucoup à l'université, j'étais vraiment focalisé sur mes études, et ça me faisait du bien d'aller le soir entre, on va dire, 10h et peut-être minuit, 1h du matin. Je me promenais en forêt, prendre l'air, réfléchir à autre chose, et c'est très relaxant de respirer l'air frais et autres. Mais au début, mon esprit me jouait des tours. J'avais l'impression de voir des choses qui n'existaient pas. Puis au bout d'un moment, en fait, c'est passé. Je naviguais naturellement en forêt avec une torche, et puis ça se passait bien. Puis un jour, par hasard, j'ai croisé quelqu'un dans la nuit. Nous avons tous les deux crié, on s'est retrouvés à 2 mètres l'un de l'autre parce qu'on n'entendait pas nos bruits de pas respectifs, et on a crié tous les deux en se voyant, puis on a rigolé, on a éclaté de rire. Et c'était un autre étudiant de l'université, et on a décidé de faire des balades ensemble la nuit dans la forêt, donc c'était très sympa. Mais il est vrai que, comme le disait Thierry dans un autre message, que notre cerveau archaïque a certainement conservé les traces d'un passé lointain où l'humanité était largement chassée et la proie de nombreux prédateurs, et la nuit était sûrement un moment propice pour ce genre d'attaque. Donc on a dû conserver dans nos gènes une propension à avoir peur du noir, en fait, à avoir peur de la nuit. Jean-Luc Delorme, 64-82. Bonjour et merci pour cette nouvelle série. Et si ces choses étaient créées en laboratoire, est-ce possible? Ou alors c'est bien plus vieux et sombre? Je sais que Linda Gray, il me semble que c'est le bon nom, a enquêté sur la bête de Bray Road. D'un point de vue personnel, je n'ai pas de certitude. Ok. Alors, effectivement, l'hypothèse des laboratoires, de la modification génétique,
bah, on ne peut rien exclure, mais nous ne sommes pas encore arrivés à l'île du docteur Moreau, je crois, pour ceux qui se rappellent du film. Mais il est état de certaines rumeurs qui affirment qu'une île appelée Plume Island, donc l'île Plume, dans l'état de New York, serait l'endroit où se trouverait un centre de recherche sur les maladies animales, d'où aurait dérivé cet animal surnommé le monstre de Montauk. Donc le monstre de Montauk, vous pouvez le voir à l'écran. C'est cette bête qui a été retrouvée sur une plage dans l'état de New York. Alors maintenant, Thomaster, il partage avec nous, si tu as un peu de temps, un jour, tu pourrais peut-être faire un épisode sur les fréquences et leurs effets qui sont fantastiques visuellement et tellement mystérieux dans la structure parfaite des formes géométriques, ça pourrait être intéressant. Alors oui, parce que j'en parlerai aujourd'hui. Donc je l'avais dit que j'allais en parler, j'en parlerai aujourd'hui. Alors maintenant, une question très intéressante de Michel S3R8G. Samael n'est-il pas l'ange préféré, déchu, que l'on appelle aussi Lucifer? Les djinns et les démons ne sont-ils pas des entités malfaisantes identiques, mais portant d'autres noms dans les différentes cultures? Alors, j'y ai répondu longuement sur YouTube, mais que je vais partager ici parce que je trouve la question est très 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 intéressante et très liée à l'épisode 14. Donc, je vais relater donc la réponse ici. Alors moi, personnellement, je prends toujours référence sur les 3 livres des 3 grandes religions monothéistes qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Car tout ceci, pour moi, n'est qu'une seule et même religion, segmentée en 3 morceaux, qui aurait été donnée à l'homme de manière successive à certains moments du développement humain, d'après moi. Et j'ai d'ailleurs toutes les preuves qui expliquent cela, parce qu'il y a des ramifications très importantes sur l'ensemble des éléments qui sont ajoutés à chaque livre, que vous passiez de la Torah à la Bible chrétienne, au Coran. Il y a une évolution naturelle dans le discours et dans ce qui vous est enseigné. C'est pour ça que je le dis. C'est un peu long et complexe à expliquer, mais je pourrais très bien le faire si on fait une partie 2 de l'analyse spirituelle. Donc de mon point de vue, le nom Samael est mentionné dans le Talmud et la Kabbale uniquement. Alors le Talmud, c'est le livre des lois judaïques, et la Kabbale, c'est le livre ésotérique. Ok? Donc il y a 2 livres ésotériques, il y a le Zohar et il y a la Kabbale. Et effectivement, le nom Samael n'est mentionné que dans le Talmud et la Kabbale. Cependant, il n'y a aucune trace de Samael dans la Bible et dans le Coran. Toutefois, Samael et Lucifer sont bien tous les 2 des archanges, mais celui-ci, donc Lucifer, depuis sa rébellion contre Dieu et la bataille céleste et sa défaite face à Michael, il est devenu le chef des démons. Il est devenu l'entité que l'on appelle aujourd'hui communément Satan. Okay. Les 2 entités Samael et Lucifer sont souvent confondues en raison de leur proximité dans leur rôle et aptitude, mais elles sont bel et bien considérées comme des entités spirituelles distinctes. Okay. Et pour information, pour vous, Lucifer n'était pas le plus puissant des archanges, car Raphaël et surtout Michael étaient vus comme largement plus puissants que Lucifer. Mais Lucifer avait hérité de Dieu de pouvoirs très impressionnants pour la création de l'univers d'une part, et notamment des pouvoirs de divination. Donc il avait la capacité de voir le futur. Toutefois, je serais tenté de croire que Samael et Sariel seraient le même personnage, même si Samael, donc l'entité Sariel-Samael, a des pouvoirs proches de ceux de Lucifer, sur une sorte de libre arbitre, de tester les humains, savoir si les humains ont une tendance à être bons ou mauvais. Mais Lucifer avait le don de percevoir le futur, par contre, comme je le disais, c'est pourquoi elle se serait rebellée face à Dieu concernant les humains. Sariel est mentionné dans les livres d'Enoch, mais n'est pas mentionné dans la Torah, la Bible ou le Coran. Alors c'est assez particulier parce que Enoch est un livre apocryphe qui précède la Torah, qui précède la Bible et qui précède aussi le Coran. Ok. Tout ceci est complexe, il est difficile d'en tirer une conclusion définitive. Toutefois, notons que Samael et Sariel n'ont jamais chuté selon les textes et seraient restés fidèles au Seigneur d'après les textes. Maintenant, pour les djinns et démons, pour moi, votre question touche au fondement spirituel de la création divine. Okay. Donc, pour moi, les djinns, de ce que je comprends, et peut-être que des gens qui connaissent, je veux dire, la parole de Dieu mieux que moi, pourraient avoir une autre approche. Mais les djinns, pour moi, sont des entités vraiment particulières, car ce sont, d'après moi, des entités spirituelles dotées de libre arbitre, mais bel et bien créées par Dieu, par un feu sans fumée.
Alors, dans l'ésotérisme, le feu représente la puissance divine et la puissance ancestrale et indomptée, mais également l'élévation de l'âme grâce à la lumière divine. Donc, c'est comme si le feu ou la forme de l'énergie représente une sorte de guide. Okay. Maintenant, le feu sans fumée représente un feu d'essence pure, sans corruption, car le feu brûle grâce au bois qui libère de la fumée nocive. Donc cette fumée nocive est une forme de corruption parce que il y a un attachement à la fois corporel et il y a l'élément qui brûle émet des déchets. Okay. Donc cela symbolise dans l'ésotérisme et le soufisme de l'islam aussi, qui font référence, si je me souviens bien, c'est la combustion parfaite qui brûle l'ignorance et reste sans attachement, car par attachement, il faut voir qu'il n'y a pas d'attachement matériel ou de corps physique qui y est associé. Ainsi, pour ajouter à cette vue, de mon point de vue, les djinns seraient donc des anges, des entités angéliques ou des archanges à qui Dieu a octroyé le même libre arbitre dont les hommes sont dotés. La preuve en serait que le Coran détermine Iblis, donc Shaitan, donc celui qu'on appelle Satan ou Lucifer dans la Bible judaïque et dans la Bible chrétienne, comme un djinn. Il est vu comme un djinn qui, lorsqu'il refuse de se prosterner devant Adam, devant les humains, selon le commandement de Dieu, il se rebelle contre son père, son créateur, et devient donc un démon de par sa chute spirituelle, et devient donc le chef des démons, car il était le chef des archanges, donc dans le monde spirituel. Et la définition de djinn, définitivement mauvais, serait liée à des entités spirituelles qui ne sont pas créées par Dieu, mais par la transgression humaine et ou angélique, notamment avec les néphilim. On voit qu'avec les néphilim, il y a cette association entre l'homme et les anges pour procréer des entités qui s'appellent les néphilim, qui sont néfastes, qui vont mourir de leur mort physique, mais leur esprit va perdurer sur la terre. Et ce seraient des entités djinns maléfiques. Maintenant, pour terminer, pourquoi, je veux juste terminer là-dessus parce que c'est un sujet intéressant, pourquoi Satan refuse-t-il de se prosterner devant Adam et les humains? Alors il faut comprendre que Lucifer, avant d'être le chef des enfers ou le chef des démons, il est le chef des archanges. Il est adoré de ses frères anges et archanges. Et beaucoup lui vouent une admiration complète. Son frère Michael, qui est un archange aussi, le plus puissant des archanges, a une adoration envers Lucifer qu'il respecte énormément. Mais il n'est pas le plus puissant de tous les archanges, car Michael et Raphaël sont explicitement définis comme plus puissants que lui. Mais il était le plus beau de tous les anges, empreint de lumière, et il adorait véritablement Dieu et le vénérait complètement. Mais d'après moi, et d'après mes recherches, lorsque Dieu lui demande de se prosterner devant l'homme, il a le don de vision du futur et en tire plusieurs conclusions. Premièrement, l'homme n'est pas en capacité mentale ni spirituelle d'assumer le libre arbitre, car la chair est trop faible. Il est poussé vers des pulsions qui sont des fois difficilement contrôlables. Deuxièmement, l'homme n'a jamais été un être spirituel à part entière et jamais un ange. Donc il ne comprend pas cette dimension spirituelle. Comment lutter avec ses tentations et autres et prendre un pas de recul face à la dimension humaine. De par sa dimension physique, l'homme ne sait pas contrôler ses pulsions dans tous les sens du terme. Et je n'en dirai pas plus car cela pourrait choquer certains. Parce que 4, l'homme est tout simplement rempli de violence et d'inhumanité envers ses semblables. Et on peut le voir dans les guerres où il y a eu des choses extrêmement graves des humains envers d'autres humains. Donc, finalement, Lucifer, en se basant là-dessus, il se rebellera avec des centaines d'anges et perdra cette guerre céleste contre l'armée de Dieu et perdra ces deux affrontements contre Michael et sera chassé sur terre où il régnera et tentera de prouver à Dieu, son Père créateur, à quel point il avait raison. Voilà. Maintenant, Brume 2019, qui fait une réponse par rapport à ce que je viens d'expliquer en fait, qui avait lu le passage. Elle dit: bonjour Luc, votre commentaire sur les archanges est tellement intéressant que je vote pour une vidéo qui parlerait des différents anges ou du bien et du mal dont vous parlez, Raphaël, Michael, Lucifer, Samaël et cet ange dont j'ai oublié le nom qui a poussé les autres à s'unir avec des humaines. Alors il s'appelait Samyaza, qui était le chef des Watchers, et de leur aura, de leur rôle, de leurs sentiments envers les humains, leur combat, et aussi, si c'est possible, des anges gardiens et des esprits malins. S'il vous plaît, racontez par vous, je sais que ça va être top. Mais avant tout, parlez d'amour, d'espoir, de la lumière que nous offrent les archanges bienveillants. On en a besoin. J'en demande peut-être un peu trop. Non, je trouve que c'est, au contraire, je trouve que c'est un sujet passionnant que j'aimerais beaucoup faire. Mais
en tout cas, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, je donnerai que les analyses que je peux en tirer, mais ça nous permettrait de rentrer dans le détail de ces sujets-là dans une partie 2 de l'analyse spirituelle. Elisabeth Posillo, 1533, ce qui questionne par rapport au dogmen, c'est qu'il y a des témoignages, notamment en France, qui sont tellement crédibles, certains témoins croient ce qu'ils racontent, aucun doute. Alors moi, je ne remets pas en question les témoignages des gens. C'est effectivement une possibilité que tout ceci soit réel. Moi, mon expérience et mon exposition à ce phénomène est peut-être trop largement tirée de la filmographie autour des loups-garous et des livres et pas assez de témoignages parce que je n'ai pas suivi le développement de témoignages autour de ce phénomène. Okay, donc moi, je n'y crois pas pour ces raisons-là parce que c'est plus lié à une sensibilité plutôt filmographique au final. Ok, j'ai pas vraiment été exposé au phénomène. Maintenant, Jean-Luc Delorme, 64-82. Moi, je me demande si ces choses pourraient être le résultat de clonage. Bizarrement, depuis Dolly la brebis clonée, on n'entend plus parler de clonage. Et personnellement, je n'ai plus entendu parler de ça, hormis la secte de Raël qui avait annoncé le clonage des bébés, mais qui n'ont apporté aucune preuve. Alors pour moi, la secte de Raël, c'est une affabulation. L'autre qui se prétendait le frère biologique de Jésus, de Mahomet, de tout le monde. Hein. Je sais pas comment les gens ont pu le suivre, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors maintenant, le clonage et la modification génétique est tout à fait envisageable. Beaucoup de textes anciens et mythologiques, notamment grecs, font référence envers des entités hybrides ayant un corps mi-homme, mi-animal. Toute forme de légende comporte une essence de vérité. Donc se peut-il que dans le passé, dans les civilisations prédiluviennes, donc avant le déluge, que ces entités hybrides aient pu exister. C'est tout à fait une possibilité dont on n'a pas la preuve aujourd'hui. De plus, le clonage réellement n'a jamais cessé en réalité. Et certaines rumeurs font état de tentatives de clonage humain, notamment... J'ai entendu des rumeurs comme quoi le clonage humain avait réussi, notamment en Chine. Donc la combinaison entre clonage et manipulation génétique ne sont pas des sujets dissociés ou des sujets nouveaux. Notamment, les nazis, durant la Seconde Guerre mondiale, ont largement contribué vers des expériences plus que douteuses moralement et humainement parlant. Donc, je rentrerai pas dans le détail. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, notamment les médecins de la mort. Et donc, c'était un ensemble de livres que j'ai lus chez mon père. C'était absolument effarant. Okay. Donc voilà, maintenant, on va passer à la deuxième partie du préambule. Chers amis, nous allons attaquer maintenant la deuxième partie du préambule. Comme je l'avais dit, en revisitant certaines notes que j'avais prises par rapport à Portlock, Alaska, j'ai eu une sorte d'épiphanie, une idée qui m'est venue comme quoi l'élément convergent serait peut-être l'électromagnétisme. Parce qu'on retrouve l'électromagnétisme présent dans tout ce qui est Missing 411, la partie UFO, notamment pour les systèmes antigravitationnels autour d'un ovni. On peut les retrouver aussi pour la création de portails interdimensionnels et la création d'un trou de verre ou d'un portail de passage. On les retrouve aussi à Skinwalker Ranch où il y a eu beaucoup de dépôts. Il y avait des résidus électromagnétiques très importants. Et naturellement, à Portlock, Alaska, ou dans la vallée des Murmures, sous cette structure qui était sous terre, il y avait des émanations importantes d'électromagnétisme. Et notamment, il y avait des interférences avec des équipements d'enregistrement audio ou vidéo, avec des interférences électromagnétiques. Donc, à Portlock, Alaska, l'étrange, finalement, ne se limite pas seulement aux disparitions et aux ombres dans la forêt. Il s'enracine dans les profondeurs de la Terre elle-même. Sous la forêt du Whisper Grove, les investigations scientifiques ont révélé l'existence d'un vaste réseau souterrain et d'une chambre sphérique énigmatique aux propriétés qui défient la compréhension géologique classique. Ce lieu, où la matière semble absorber et altérer toutes les ondes de détection, devient le cœur d'une expérience unique sur la perception humaine, illustrant à quel point Portlock reste à la frontière du réel, du mythe et de la science. Ce n'est pas un hasard, finalement, si de nombreux témoins, explorant ce sous-sol atypique, décrivent des perturbations de leur sens, notamment avec des sensations de désorientation, sensations d'intemporalité, accentuation des capacités perceptives, voire l'apparition de véritables états de conscience modifiés. Vous vous souvenez quand j'avais relaté qu'il y avait eu des témoignages comme quoi des enfants avaient disparu pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Quand ils revenaient, ils ne se souvenaient plus de là où ils avaient été.
et notamment avait été emmenée par les Nantinak. Les expériences les plus poussées montrent également que l'exposition prolongée à certaines zones électromagnétiquement actives de Portlock provoque chez les sujets un éveil d'un type de sixième sens, avec notamment des aspects d'intuition exacerbée, de rêves partagés entre les différentes personnes qui faisaient l'expérience, de perception accrue de phénomènes invisibles et même une impression de communication avec une intelligence autre, comme si une intelligence interdimensionnelle pouvait entrer en contact avec eux. Ces résultats rejoignent les travaux du Dr Frost sur l'interconnexion magnétique de conscience, où les singularités géologiques et électromagnétiques deviennent des catalyseurs de perception hors norme. Donc, quand on y regarde un peu plus près, Portlock et son Whisper Grove cristallisent ainsi une hypothèse de plus en plus partagée. L'électromagnétisme ne serait pas qu'un phénomène physique, mais le socle caché de toute expérience sensible, ouvrant la voie à des états de conscience élargis aux frontières du paranormal et du sacré. Dès lors, le mystère de Portlock ne concerne plus simplement les Sasquatch ou les Nantinak. Il renvoie à un mystère universel. Comment l'électromagnétisme, partout présent, façonne la réalité, la perception humaine et relie peut-être toutes les formes d'existence de l'univers. Et c'est ce que nous allons essayer de regarder ensemble. Alors, chers amis, maintenant nous allons commencer avec le chapitre numéro 1, science et électromagnétisme. Nous allons nous concentrer sur deux personnages qui ont eu une importance relativement importante dans le développement de la science et de la connaissance que nous avons aujourd'hui. Donc, Nikola Tesla et Albert Einstein. Vous connaissez ma réticence un petit peu sur Albert Einstein. Je ne considère pas que cette personne soit un génie. Il y a même des rumeurs qui commencent à sortir maintenant, comme quoi c'était un plagiat. Que, en fait, il aurait volé de la théorie de la relativité générale et de la relativité spécifique, qu'il aurait volé ça à d'autres chercheurs. Et ce ne serait pas lui qui serait à l'origine de ces trouvailles. Ok. Donc je ne vais pas rentrer dans la polémique aujourd'hui, je veux juste parler de l'électromagnétisme. Donc on va commencer avec Nikola Tesla, qui pour moi est le dernier génie que nous ayons eu dans ce type de domaine. Ok. Mais Nikola Tesla n'est pas un physicien, c'était un ingénieur, comme moi. Et Nikola Tesla, il approche l'univers avec une base électromagnétique. Donc Nikola Tesla considérait l'électromagnétisme comme la clé fondamentale de la structure de l'univers. Pour lui, toutes les manifestations physiques, y compris la gravité, découlaient d'un vaste champ électromagnétique sous-jacent qu'il identifiait parfois à l'ancien concept de l'éther. Donc l'idée en fait, c'est que vous avez besoin d'un élément qui permette la conductivité de l'énergie dans l'univers sans déperdition d'énergie, sans déperdition de valeur énergétique. Parce que si vous avez un média qui ne permet pas une conductivité de l'énergie ou une distribution de l'énergie sans perdition, l'expansion de l'univers n'est plus possible. Donc il fallait une structure logique. Et on parle de l'ancien concept de l'éther qui serait une base énergétique qui supporterait l'univers. Donc Tesla s'opposait à la théorie de la relativité d'Einstein de manière naturelle, ne reconnaissant pas la courbure de l'espace-temps comme principe fondamental, donc ce que Einstein définit comme la gravité. Il avançait que... Alors, il faut comprendre que Nikola Tesla est avant Einstein. Einstein vient un peu plus tard. Ils se sont peut-être... c'est relativement proche, parce qu'au moment où meurt Nikola Tesla... Albert Einstein est à son apogée, ok, dans les années 40. Okay. Donc, Nikola Tesla avançait que l'espace ne pouvait être courbé, car il n'a aucune propriété en soi. Et que seule la matière, naturellement, il fallait une masse, par ses interactions électromagnétiques, pouvait donner naissance à l'énergie et aux forces observées. Donc, qui pour moi, revient à la question d'où vient la gravité. Parce que si vous avez une gravité, il faut une masse. Mais dans la théorie d'Einstein, il n'explique pas d'où vient la masse. Il dit juste, ah voilà, il y a la masse, il y a la gravité. C'est pas une explication, ça. C'est un échappatoire. Donc, Tesla imaginait que ces fameux Tesla Waves, donc les vagues Tesla, pouvaient dépasser la vitesse de la lumière. Et c'est ce que je crois aussi, qu'il y a des éléments dans l'univers qui vont au-delà de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est une constante, mais peut-être largement dépassée. Donc, conceptualisant ainsi un univers où l'information, le mouvement et même la cohésion de la matière reposaient sur une dynamique purement électromagnétique.
il affirmait il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement, ce qui est très juste. Attribuant donc une fonction universelle à l'éther, donc au tissu naturel de l'univers, et à l'énergie environnante transférée par le champ électromagnétique, lequel constituerait la véritable matrice de la matière. Pour Tesla, toute unification des forces ne pouvait se passer de l'électromagnétisme, dont il faisait la matrice première du cosmos. Alors maintenant, on va passer à Einstein. La quête d'Einstein pour l'unification. Albert Einstein, quant à lui, s'est attelé une grande partie de sa vie à la recherche d'une théorie du champ unifié, parce qu'il se rendait compte que sa théorie de la relativité générale et spécifique ne fonctionnait pas, notamment sur les questions sur la masse. Moi, ce que je remets en question, c'est son manque de clarté pour expliquer d'où vient la masse. Parce que sans masse, il n'y a pas de gravité dans l'univers. Si tout univers est énergie, un photon, il n'a pas besoin de masse pour voyager dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de masse. Il peut flotter de manière naturelle. Mais si vous expliquez qu'il y a une gravité, il y a une masse dans l'univers. Et d'où vient-elle? Et il ne l'explique pas. Donc, cette théorie du champ unifié, qui permettrait de réunir la gravité décrite dans la relativité générale et l'électromagnétisme dans un même cadre géométriquement parlant et mathématiquement parlant, si dans sa théorie de la relativité générale, la gravité est interprétée comme la courbure de l'espace-temps, il a constamment tenté d'écrire des équations qui intégreraient également le champ électromagnétique comme une propriété géométrique de ce même espace. Ce qui est un petit peu, en fait, contradictoire, en fait. On ne peut pas avoir un élément qui existe comme la masse et une propriété électromagnétique qui serait juste une propriété géométrique qui définirait les séquences dans l'espace. Il y a quelque chose qui rentre en contradiction. Toutefois, pour lui, une explication ultime de la réalité devrait prendre en compte toutes les forces en termes de structure de l'univers, une unique toile mathématique où chaque phénomène découlerait d'une géométrie fondamentale du réel. Ok? Donc dans les années 1920 à 1950, Einstein a publié plusieurs travaux tentant d'intégrer l'électromagnétisme à la gravité, notamment en modifiant les équations du champ de la relativité générale et en explorant des géométries plus larges que la géométrie pseudo-riemannienne classique. Il pensait possible, comme Tesla, mais par une autre voie. En quelque sorte, il pensait que l'électromagnétisme et la gravité émergeaient d'un substrat commun, la trame même de l'espace-temps, comme si l'espace-temps était une structure et qu'elle déterminait l'électromagnétisme et la gravité. Sauf que Tesla dit quelque chose de différent. Il dit que l'électromagnétisme, c'est l'électromagnétisme qui fait la gravité. Parce qu'il faut une structure dans l'univers. Il faut une base structurelle. Cette base structurelle est l'électromagnétisme qui va définir la structure même de ce qui va découler de toutes les lois qui pourront y être attachées, et notamment la gravité. Maintenant, convergence et divergence entre Tesla et Einstein. Si Tesla et Einstein partageaient la conviction profonde que l'univers possède une unité fondamentale, leur approche divergeait. Notamment, Tesla parlait d'une perspective énergétique et intuitive, estimant l'électromagnétisme comme source universelle, comme je le disais, tandis qu'Einstein cherchait une formulation géométrique mathématiquement rigoureuse à intégrer toutes les forces connues sous un même ensemble d'équations générales. Bon, en fait, vous voyez ce qu'il essayait de faire. Il essayait de prendre l'électromagnétisme afin de justifier les travaux qu'il avait réalisés auparavant. Donc ça venait parachever ce qu'il avait fait auparavant, en ne se disant pas peut-être que j'ai tort, non, j'ai raison, et je veux prouver que j'ai raison en intégrant un élément, une formulation géométrique basée sur l'électromagnétisme. Et contrairement à une idée répandue, Einstein n'a jamais explicitement rejoint Tesla sur la notion de l'éther. Il n'a jamais rejoint Tesla, il n'a jamais dit la structure de l'univers c'est l'électromagnétisme, il n'a jamais dit ça. Ou sur le primat absolu de l'électromagnétisme. Il s'est rapproché de l'idée que toutes les interactions pourraient émerger d'une structure géométrique de l'espace-temps où électromagnétisme et gravité seraient réunis sur un substrat commun. Donc il y a une base commune qui donnerait l'électromagnétisme et la gravité. Mais l'électromagnétisme ne serait pas la base. Okay.
De nouvelles recherches depuis 2025 laissent penser que mathématiquement, il serait possible de faire découler l'électromagnétisme comme propriété intrinsèque du tissu de l'espace-temps, renouant ainsi d'une certaine façon avec la vision d'un univers électromagnétique total à la Tesla, mais via la géométrisation chère à Einstein. Donc on essaie de réunir les deux approches en ne bouleversant pas les gens qui sont supporters de Tesla, l'approche de Tesla, et ceux qui sont supporters qui supportent l'approche Einstein. Okay. Alors maintenant, il y a les équations de Maxwell, les fondations de l'électromagnétisme. Alors maintenant, j'ai donné un petit peu les grandes visions sur comment de grands personnages comme Einstein et Tesla voyaient l'univers. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'électromagnétisme? C'est une véritable question. Et pour cela, il y a les équations de Maxwell, qui trouvent leurs origines dans les principes fondamentaux de l'électromagnétisme résultant de la synthèse de plusieurs travaux antérieurs réalisés par divers scientifiques. L'électromagnétisme n'est pas défini par une seule personne, mais il y a plusieurs travaux qui ont contribué à cela. Donc dans les contributions historiques à cela, il y a la loi de Coulomb, en 1785, énoncée par Charles-Augustin de Coulomb. Alors il n'y a pas de E à la fin, mais Coulomb. Cette loi décrit la force électrostatique agissant entre des objets chargés avec une masse. Ensuite, il y a la loi de Gauss, en 1835, établie par Carl Friedrich Gauss. Cette loi établit un lien entre les champs électriques et la charge électrique. Et il y a la loi de l'induction de Faraday. Donc je suis sûr que vous avez entendu parler de Faraday. En 1831, la découverte de Michael Faraday, c'est cette loi qui décrit comment un champ magnétique variable induit un courant électrique. Donc il y a un champ magnétique qui va découler un courant électrique. Le courant électrique ne vient pas tout seul. Il est généré par un champ magnétique. Et maintenant, il y a la loi d'Ampère. Donc vous connaissez ce qu'on appelle les ampères dans la définition électrique. En 1820, établie par André-Marie Ampère, cette loi établit un lien entre les champs magnétiques et les courants électriques. Okay. Donc c'est l'établissement d'une loi. Faraday explique qu'il y a une loi comment un champ magnétique variable induit un courant électrique. Maintenant, quels sont les liens entre les champs magnétiques et les courants eux-mêmes, okay, et leur force, on va dire. Alors, maintenant, James Clerk Maxwell, les contributions de Maxwell. Alors, James Clerk Maxwell, entre 1831 et 1979, est reconnu pour avoir unifié ses lois individuelles au sein d'un cadre cohérent. Son travail a abouti à la formulation de 4 équations qui furent publiées dans son ouvrage fondamental intitulé Un traité sur l'électricité et le magnétisme, en 1873. Les phénomènes électriques et magnétiques, deux aspects d'un même champ, sont décrits de manière universelle par les 4 équations de Maxwell. Elles résument comment les champs électriques E et magnétiques B se créent, se propagent et interagissent. C'est ce que vous voyez à l'écran, les équations de Maxwell. On reprend Maxwell-Gauss, Maxwell-Thomson, Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère. Ok. Donc ces équations montrent que, alors je ne veux pas rentrer dans le détail de ces équations, c'est des équations que j'ai étudiées dans le passé parce que j'ai étudié l'électricité et le magnétisme, mais ces équations montrent que, en fait, que la lumière elle-même ou l'électricité elle-même n'est qu'une onde électromagnétique, ce qui unifie déjà la vision de Tesla sur l'univers en vibrations électromagnétiques qui sont propagées au travers de l'espace comme des vagues électromagnétiques. Comme je vous le disais, pour passer de l'énergie, il faut un substrat, il faut une constante, il faut un élément de conductivité ou de distributivité. Sans cet élément-là, l'énergie ne peut pas passer, il n'y a pas expansion de l'univers. On sait aujourd'hui que l'univers continue de s'étendre de manière constante, donc les galaxies s'éloignent à la vitesse de la lumière, à une constante de l'univers, mais ça veut dire qu'il faut que l'énergie continue à se propager. Pour qu'elle se propage, il faut un substrat commun. Ce substrat commun, c'est l'électromagnétisme. Alors maintenant, la théorie du champ unifié, l'idée d'Einstein. Alors, Einstein, encore une fois, pour moi, je critique beaucoup, mais en fait, je n'aime pas son approche. Parce que pour moi, Einstein voulait relier il voulait tellement prouver qu'il avait raison avant, il était tellement obtus
qu'il voulait absolument relier la gravité, la courbure de l'espace-temps, comme il l'appelle, à l'électromagnétisme. Il ne cherchait pas à décorréler les deux, comme si les deux devaient être associés, parce qu'il voulait vraiment prouver qu'il avait raison. Et en vérité, je pense qu'il avait tort dans le sens où l'électromagnétisme donne la gravité. Et les deux ne sont pas associés. Il n'y a pas un autre élément, un troisième élément qui donne les deux. C'est l'électromagnétisme qui donne la gravité. C'est assez logique en fait. Quand vous prenez un peu de recul, c'est assez logique. Son équation centrale de la relativité générale s'écrit GUV plus AGUV égale KTUV. Donc l'approche, c'est que GUV est le tenseur d'Einstein qui représente la courbure de l'espace-temps. GUV représente la métrique décrivant la forme locale de l'espace-temps. Et TUV, l'énergie et la quantité de mouvement de la matière, y compris le champ électromagnétique. Donc on voit bien que l'on voit ici l'expansion de l'univers à travers ça. Ok. Et puis il y a une constante cosmologique. Et puis il y a une constante de couplage. Ok. Donc Einstein cherchait à modifier cette équation pour intégrer non seulement la gravité, mais aussi l'électromagnétisme en un seul terme géométrique, montrant que tout l'univers, lumière, gravité, énergie, matière, pourrait être décrit par une structure d'espace-temps unique. Vibration et univers électromagnétique. Alors, Tesla ne forge pas d'équations aussi formelles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un physicien. Il est un ingénieur. En fait, il remarque la présence d'un champ électromagnétique en manipulant en fait les courants électriques. Okay. Donc c'est une déduction qu'il en tient. Mais son intuition rejoint Maxwell et Einstein en même temps. Tout l'univers est vibration, d'éther, énergie, portée par des ondes électromagnétiques. Je vous disais que l'univers est forgé par une forme de vibration. Et chaque élément dans l'univers, chaque élément que vous voyez autour de vous est mu par une vibration. Et c'est ce qui est dit ici. Il mesure la force du magnétisme sous l'unité internationale appelée Tesla, où par définition, un Tesla est égal à 1 kilo divisé par AS au carré. Donc c'est la force d'un champ magnétique qui agit sur une particule chargée avec une masse. Donc Maxwell a prouvé que la lumière, la radio, l'électricité et le magnétisme ne sont qu'un seul et même phénomène d'ondes électromagnétiques. Einstein voulait montrer mathématiquement que même la gravité, ce qui relie les planètes et faire tomber une pomme au sol à partir d'un arbre, pourrait être relié par la géométrie aux vibrations électromagnétiques. Tesla, de façon plus visionnaire, de manière en fait plus pragmatique, je dirais même, imaginait que tout acteur physique comme élément, élément tangible, n'est en définitive qu'une immense symphonie d'énergie vibratoire. C'est exactement ça, parce que l'énergie vibre à une fréquence donnée. Donc, le rêve du champ unifié, c'est de trouver une équation universelle où tout est expression de la même force fondamentale. L'électromagnétisme en étant l'une des portes d'entrée les plus spectaculaires et accessibles. S'y explique la matière noire dans l'univers, qui compose 95% de la matière dans l'univers, qui serait un tissu électromagnétique, à partir duquel on peut tirer une énergie constante, totalement libre. En conclusion, l'idée d'un univers fondé sur l'électromagnétisme est un fil rouge, partagé mais abordé différemment. Tesla misait sur la force du champ, Einstein sur l'élégance de la géométrie et mettre l'électromagnétisme comme un élément géométrique qui relierait les différents éléments de l'univers. Mais la théorie du champ unifié, longtemps insaisissable, demeure à ce jour toujours une quête ouverte, dont l'esprit unit encore les deux génies dans leur désir de dévoiler l'architecture cachée du cosmos. Mais moi, je suis plutôt un homme qui supporte l'approche de Tesla, qui est une approche beaucoup plus logique. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec toutes ces explications, mais c'était important de donner une base sur ce qu'est l'électromagnétisme, et c'est ce que je voulais faire ici. Okay. Alors, maintenant, chers amis, nous allons attaquer le chapitre numéro 2, le magnétisme et l'électromagnétisme, de la nature invisible à la spiritualité antique. Alors, il est vrai que dès l'Antiquité, la fascination pour les forces invisibles s'exprime à travers le magnétisme naturel. Dans les cultures égyptiennes et gréco-romaines, des pierres d'aimant sont utilisées à des fins sacrées ou magiques, préfigurant une croyance en une énergie subtile et omniprésente.
Cependant, c'est à partir du XVIIe siècle, avec l'émergence du magnétisme animal, que naît une réflexion métaphysique et théologique sur ces puissances mystérieuses. Athanasius Kircher, un jésuite du XVIIe siècle, propose par exemple une chaîne magnétique des êtres où Dieu, par le magnétisme, ordonne la connexion du cosmos, du ciel jusqu'à la Terre et évoque des champs magnétiques reliant toute la création. Une interprétation où l'électromagnétisme devient l'expression cachée d'une volonté ou d'un ordre divin. Maintenant, philosophie romantique, fluide et fusion du spirituel et du magnétique. Au XIXe siècle, la progression des sciences physiques ranime la dimension spirituelle du magnétisme, le courant des fluides, donc des fluides comme l'électricité, le magnétisme ou le vitalisme, s'infiltre dans l'occultisme, la médecine alternative et même la religion. Schelling, un philosophe allemand de la nature philosophie, défend une idée profonde de toutes les forces naturelles, où la polarité de l'aimant est utilisée pour penser la réconciliation des contraires dans l'univers, voyant l'électromagnétisme comme pont entre matière et esprit. Le magnétisme animal, popularisé par Mesmer, est présenté comme une énergie intermédiaire à mi-chemin entre la matière et l'âme, capable de guérir, mais aussi de susciter extase, transe ou état mystique. Les magnétiseurs occultes parlent alors de chaînes énergétiques reliant guérisseurs, sujets et forces cosmiques invisibles. Une vision très présente dans la théologie et de la mystique moderne. Alors pour donner un exemple de ça, vous avez peut-être entendu parler des crânes de cristal. Okay, et il y a une dame qui possédait un crâne de cristal et qui dit que le crâne de cristal communiquait avec elle de manière télépathique. Et elle avait une de ses amies qui était malade d'un cancer et le crâne lui aurait dit de mettre un quartz au sein du crâne pendant 48 heures afin de le charger en énergie positive. Et elle a demandé de donner ça à son amie pour qu'elle mette ça dans de l'eau, qu'elle laisse infuser le magnétisme provenant de la pierre et qu'elle boive l'eau sans naturellement avaler la pierre. Donc ce que son amie a fait. Et elle a fait un traitement comme ça pendant plusieurs semaines. Et son amie a été guérie du cancer. Alors, je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais c'est une des rumeurs que l'on associe au magnétisme comme étant un moyen de guérison. Ok. Donc maintenant, ésotérisme moderne. Au XXe et au XXIe siècle, la notion d'onde, de fréquence et de vibration se généralise dans de nombreux courants ésotériques et mouvements New Age. L'électromagnétisme devient alors la matrice invisible de la vie et de l'esprit. Chaque être, chaque objet, chaque pensée émettrait une fréquence ou une aura détectable. Des auteurs modernes affirment que la conscience humaine est fondamentalement électromagnétique et que les chakras sont les centres de réception ou d'émission de fréquences, ou que les anges, les esprits et même Dieu utilisent le langage vibratoire pour communiquer. Certains guérisseurs prétendent modifier ces champs électromagnétiques lors de soins énergétiques, tandis que des expériences comme la photographie kirliane sont citées comme preuve de la réalité d'un double éthérique, on serait lié à la notion d'éther et de ce tissu énergétique façonnant l'univers, ou corps spirituel d'essence électromagnétique. Maintenant, spiritualité et spiritualisation de la lumière. Dans la tradition judéo-chrétienne, la lumière, phénomène électromagnétique par excellence, devient métaphore et support de la présence divine ou de la révélation spirituelle. La lumière du monde est autant physique que supramatérielle. De nombreux courants mystiques voient dans l'éclair, le feu ou la lumière une manifestation de l'influx divin pénétrant la matière. C'est durant les révolutions scientifiques et spirituelles du 19e siècle que ce symbolisme se met en dialogue avec les découvertes électromagnétiques, conduisant à une revalorisation des phénomènes lumineux comme passage ou portail vers l'au-delà ou la révélation. Fascinant, hein? Alors, ondes sacrées, géomagnétisme et sanctuaire naturel. Enfin, la géobiologie sacrée et certaines traditions chamaniques font du magnétisme terrestre le support d'expériences spirituelles, lieux sacrés, vortex énergétiques,
réseaux telluriques et magnétisme des ley lines ou des lignes de ley sont perçus comme des axes de communication entre le monde physique et le monde spirituel, favorisant vision, émotion et contact avec l'esprit du lieu, les maîtres invisibles ou les forces supérieures. Cette spiritualité de l'onde s'inscrit dans une tradition ancienne renouvelée aujourd'hui par les concepts modernes d'électromagnétisme. Donc au final, l'histoire et la théologie montrent ainsi un dialogue fécond entre l'électromagnétisme reconnu par la science et sa compréhension comme médiateur, canal ou symbole du spirituel. Bien qu'aucune religion traditionnelle n'ait conceptualisé l'électromagnétisme au sens physique strict du terme, de nombreuses traditions ont vu dans le magnétisme la lumière et les ondes, les signes, les résonances ou ponts de la présence du divin, de l'âme ou des mondes invisibles. L'électromagnétisme, en tant que tel, est pour l'ésotérisme la signature matérielle d'une réalité spirituelle en action et en mouvement. Alors maintenant, passons au chapitre numéro 3, les études concernant l'électromagnétisme. On avait pu voir qu'il y avait eu une expérience qui avait été réalisée avec le docteur Frost par rapport à l'électromagnétisme et notamment son interaction entre l'électromagnétisme et le fonctionnement du cerveau humain. Et qui est un domaine d'étude où la science moderne aujourd'hui commence tout juste à apporter des éclairages. Des recherches récentes indiquent que les champs électromagnétiques, notamment ceux de faibles intensités, comme ceux émis par les appareils électroniques ou certains phénomènes naturels, peuvent influencer la perception, la cognition et même la conscience. Par exemple, des travaux publiés dans des revues scientifiques montrent que l'exposition à des champs radiofréquences peuvent provoquer des effets sur le sommeil, l'attention ou la mémoire, en modifiant l'activité électrique du cerveau. Certains chercheurs avancent que des expériences sur des animaux et des humains ont démontré qu'une stimulation électromagnétique ciblée pouvait induire des états modifiés de conscience, voire développer un sixième sens, ou une forme de perception extrasensorielle. Ces constats ouvrent la voie à une hypothèse selon laquelle la conscience humaine pourrait, dans certaines conditions, être fortement influencée ou amplifiée par l'interaction avec ces champs. Un phénomène qui pourrait être connecté, selon certains témoignages et légendes, aux capacités des Sasquatch ou des Nantinak à produire des sons ou des phénomènes vibratoires exceptionnels. En ce qui concerne les récits liés à des phénomènes extrêmes comme ceux du passage de Dyatlov ou d'autres incidents en Sibérie, une question souvent soulevée est la possibilité d'implication de phénomènes électromagnétiques puissants. Certains chercheurs avancent que des émissions d'ondes électromagnétiques intenses générant des puissants épisodes de chaleur ou de radiation auraient pu provoquer la détonation de structures métalliques ou la désintégration de corps humains, tout en laissant des traces radioactives anormalement hautes. Ces phénomènes pourraient être liés à des perturbations naturelles de la géomagnétosphère ou à des émissions d'origine encore inconnue comme des sursauts solaires ou des phénomènes géophysiques extrêmes qui enverraient des impulsions d'énergie capables de modifier la matière, voire d'altérer le vivant. La similitude avec des observations de radiation intense, de chaleur inexplicable et de phénomènes de décomposition ou de fusion de matériaux semble renforcer l'hypothèse selon laquelle certains événements mystérieux dans des régions isolées pourraient avoir une origine électromagnétique extrême, encore mal comprise par la science mainstream, mais fortement évoquée dans le cadre de théories alternatives ou de certains récits paranormaux. En somme, depuis les études sur la neurophysiologie jusqu'au phénomène de radiation intense en passant par la mythologie moderne, tout indique que l'électromagnétisme pourrait constituer une voie universelle de connexion entre la matière, la conscience et le mystérieux. Ces liens encore à explorer pleinement semblent indiquer que le champ électromagnétique n'est pas seulement une force physique, mais aussi la clé d'un univers où la réalité matérielle, la perception sensible et peut-être même les dimensions spirituelles ou paranormales sont profondément liées par des vibrations fondamentales. Donc, ce qui me fait revenir au témoignage de Sandra P. Parce que Sandra P nous a échangé avec nous sur le phénomène de la sensation de vibration qu'elle ressentait quand elle était passée dans ce passage. Et c'était une sensation de vibration différente. Comme si, pour passer d'une dimension à l'autre, c'est un état de vibratoire fondamental différent.
et qui permettrait de passer d'un état à l'autre. Mais dans cet environnement de vibrations différentes, l'humain n'est peut-être pas adapté à cet environnement de vibrations particulières. Que nous sommes adaptés à celui-ci, mais pas forcément adaptés à tous ces environnements de vibrations différentes. Alors maintenant, chapitre 4. Quel lien peut-on faire entre le son et l'électromagnétisme? Il faut se poser la question déjà comment ces deux phénomènes interagissent. Okay. Donc le lien entre le son et l'électromagnétisme trouve ses racines dans la nature elle-même. Des ondes, vibrations, qu'elles soient mécaniques ou électromécaniques. Ok? Donc le son est une vibration mécanique qui se propage dans un milieu matériel. Il a besoin de la matière pour fonctionner. Le son a besoin de l'atmosphère pour pouvoir être propagé. Vous allez dans l'espace, il n'y a pas de matière en tant que telle pour propager le son. Je vous générerai un son qui ne se propagera pas. Ok? Tandis que les ondes électromagnétiques plus subtiles se propagent dans le vide ou un milieu sans nécessairement faire vibrer un support matériel. Ok? Donc il n'y a pas besoin d'avoir un média tel que l'eau ou l'atmosphère pour se propager. Okay. Cependant, dans un cadre avancé de physique et d'ésotérisme, ces phénomènes sont parfois perçus comme différents aspects d'une même réalité vibratoire fondamentale qui relierait matière, énergie, conscience et espace invisible. Effectivement, la distinction fondamentale entre le son et l'électromagnétisme repose sur la nature des ondes elles-mêmes et les milieux dans lesquels elles peuvent se propager. Le son, comme je le disais, est une onde mécanique qui nécessite la vibration de particules matérielles, molécules d'eau, d'air et de tout autre milieu qui peuvent permettre de faire progresser ces ondes. Okay. Sans milieu matériel pour transmettre ces vibrations, comme c'est le cas dans le vide sidéral, dans l'espace, le son ne peut pas se propager et n'existe donc pas en tant que phénomène perceptible. Il existera comme un élément non perceptible. À l'inverse, l'électromagnétisme se manifeste sous forme d'ondes électromagnétiques portées par les photons, par les particules de lumière, qui sont des particules qui sont uniques. Les photons n'ont pas de masse. C'est les seules particules qui n'ont pas de masse. C'est pour ça que, en tout cas, les photons voyagent à la vitesse de la lumière, parce que ce sont des particules de lumière. Donc ces ondes peuvent voyager naturellement. Je parle de l'électromagnétisme maintenant. Ces ondes électromagnétiques peuvent voyager dans le vide sans nécessité de support matériel. Ok? Ce qui explique que la lumière, les ondes radio, les rayons X puissent traverser l'espace interstellaire. Naturellement, comme c'est supporté par les photons, ça voyage à la vitesse de la lumière. Ça ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Okay. Enfin, il y a des moyens de faire dépasser la vitesse de la lumière, mais c'est un peu complexe. Ce caractère fondamentalement différent découle de la nature quantique et physique propre aux photons qui ne sont pas soumis aux contraintes des milieux matériels. Okay. Toutefois, la lumière a aussi des contraintes. Quand vous voyez un objet, elle ne va pas passer au travers, elle le contourne. Ce qui induit un temps plus important pour voyager dans l'univers, naturellement. On peut donc dire que le son est une manifestation locale nécessitant un tissu atomique ou moléculaire pour exister, tandis que l'électromagnétisme est une composante universelle capable d'exister dans toute l'étendue de l'univers avec ou sans matière. D'où l'idée que si vous avez un ovni avec un système basé sur le son, cela peut fonctionner à partir du moment où vous avez la matière étant l'ovni lui-même. Ok? Mais ça peut aussi fonctionner avec un environnement où l'électromagnétisme est utilisé. Selon certaines rumeurs, l'utilisation du son et de l'électromagnétisme pour protéger les ovnis avec des ondes gravitationnelles ou antigravitationnelles serait due à différentes races technologiques qui auraient des technologies différentes. Ok? Par conséquent, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que l'hypothèse ésotérique et scientifique selon laquelle l'univers serait parcouru par un tissu énergétique ou vibratoire fait du son un effet local et restreint, alors que l'électromagnétisme, lui, en tant que force fondamentale, offre une trame universelle de communication, d'énergie et d'information au-delà des barrières matérielles visibles. En fait, dans ce contexte,
On peut dire que la dualité des ondes sonores dans les légendes védiques ou des textes anciens hindouistes de l'Inde ou des manifestations électromagnétiques dans la cryptozoologie et le paranormal peuvent être comprises comme deux aspects complémentaires de cette vibration primordiale à des échelles et supports différents. Le son agirait au niveau perceptible humain dans des milieux denses alors que l'électromagnétisme façonnerait la structure même de la réalité invisible, physique et spirituelle. Alors pourquoi je dis ça? Vous vous souvenez sur Portlock, Alaska, les Espagnols qui étaient venus, les Anglais et les Britanniques qui étaient là présents ont dit qu'il y avait une vibration constante dans l'environnement qui les rendait malades. Il n'y avait pas de son perceptible, mais ça pouvait être des ondes magnétiques d'une certaine fréquence qui agissent sur les humains, qui agissent sur l'anatomie humaine, mais qui n'est pas perceptible à l'oreille. Mais il y a également des sons qui ne sont pas perceptibles à l'oreille humaine. Mais toutefois, si vous voulez intervenir directement en étant très discret, vous pouvez émettre des ondes électromagnétiques qui ont un effet perceptible sur le corps humain sans pour autant les entendre ou les voir. Donc c'est là où ça m'a fait tilter pour le lien avec l'électromagnétisme et Portlock. Okay. Alors maintenant, quels peuvent être les effets du son dans le monde physique? Ça va être intéressant ça. Dans certains récits de témoins de Sasquatch, les vocalisations anormales ou les cris effrayants qui peuvent pétrifier ou immobiliser témoignent d'une forme d'utilisation du son à des fins quasi énergétiques ou psychiques, suggérant que ces sons pourraient contenir des fréquences capables d'affecter le système nerveux humain de façon puissante, voire d'interférer avec les champs électromagnétiques environnants. Le son de ce contexte n'est pas seulement un phénomène auditif, mais un vecteur d'énergie capable d'influencer la matière vivante. C'est ce que je disais jusqu'avant, c'est qu'il peut y avoir des ondes électromagnétiques ou ça peut être du son non perceptible. Du point de vue des textes védiques et hindouistes, le son, ce qu'on appelle le nada, est au cœur de la création des technologies mystiques. Les anciens y décrivent des fréquences sonores particulières capables de générer des formes géométriques complexes comme les yantras, qui agiraient sur le réel en modifiant la vibration subtile des éléments. Certains de ces textes évoquent des techniques de mantra où la vibration sonore influence les champs énergétiques du corps, de la matière environnante, parfois interprétées comme des confessions d'une science ancienne, des ondes antigravitationnelles ou de l'énergie vibratoire pure. Alors, vous allez voir cette vidéo qui est absolument fascinante. On peut voir différentes séquences de changements géométriques suite à changement de fréquence au niveau du son. Et on peut voir directement que ça induit des formes géométriques absolument effarantes. Et des formes géométriques qui n'ont pas de relation avec les formes géométriques que nous connaissons sur Terre. Nous avons une connaissance géométrique sur Terre qui est limitée. Et ces formes géométriques, certaines ne sont même pas connues des humains. Et vous les voyez directement à l'écran. Donc dans l'ensemble, la connexion entre le son et l'électromagnétisme dans ces traditions anciennes et contemporaines pointe vers une vision unitaire où l'univers, la vie et le spirituel seraient soumis à des lois vibratoires fondamentales. Ces vibrations seraient à la fois physiques et métaphysiques, où le son sacré devient un vecteur d'énergie capable d'action directe sur les plans physiques comme spirituels, faisant écho aux hypothèses contemporaines sur les effets des ondes électromagnétiques sur la conscience et la biomatière, donc la matière organique. Ainsi, ces liens entre vocalisation cryptide, sciences modernes, des ondes électromagnétiques et traditions spirituelles pionnières nourrissent une hypothèse forte. L'énergie vibratoire, dans ses multiples formes, serait une clé essentielle pour comprendre certains phénomènes surnaturels. Les états modifiés de conscience et les capacités extraordinaires attribuées aux êtres mystérieux tels que les Sasquatch ou les Nantinak. Alors, chers amis, maintenant nous allons finir avec la conclusion du préambule. Alors, c'est pas
conclusion de préambule facile, mais je vais essayer d'aborder ça. Alors, les échanges et commentaires passionnés des épisodes précédents, pour moi, mettent en lumière une vérité incontournable. Le phénomène Missing 411 puise sa complexité au-delà de simples disparitions inexpliquées. Il s'agirait d'une interaction profonde entre les mondes physiques et spirituels. Toutefois, l'électromagnétisme est une énergie invisible, omniprésente, qui semble jouer un rôle déterminant dans la perception, la conscience et même le déroulement des événements liés tant aux rencontres avec des cryptides tels que le Sasquatch ou le Nantinak, qu'aux observations d'objets volants non identifiés. Plusieurs récits et études pointent vers une influence directe des champs électromagnétiques sur les capacités sensorielles humaines, parfois modifiées au point de susciter une forme d'intuition ou de sixième sens. Ainsi, l'électromagnétisme n'est pas qu'un simple phénomène scientifique distant, mais une clé peut-être indispensable pour décrypter la frontière ténue entre notre réalité et l'inconnu. En prenant en compte toutes ces dimensions, Missing 411 ne se limite plus à la simple énigme des disparitions, mais s'inscrit dans un vaste réseau d'interactions vibratoires où la matière, l'esprit et les forces invisibles s'entremêlent. C'est une invitation, en fait, on va dire, à élargir nos perceptions, à questionner nos certitudes et à envisager que la vérité se cache quelque part entre science, mystère et conscience. Ce que nous découvrons ensemble, épisode après épisode, est avant tout une porte ouverte, celle d'un monde plus vaste, plus riche, où la lumière éclaire à peine les zones d'ombre de l'inconnu. La quête continue et l'électromagnétisme, loin d'être un simple phénomène physique, pourrait bien être la clé pour franchir cette nouvelle frontière. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Alors, chers amis, maintenant, nous allons continuer avec les cas du jour. Mais avant de toucher les cas du jour, je voulais faire un petit update par rapport à Missing 411 Cryptid. Donc, nous ferons le deuxième épisode de Missing 411 Cryptid sur le Mothman la semaine prochaine. Nous conserverons la même approche que nous avons eue avec l'épisode 1, avec une recherche historiographique, une recherche sur les légendes anciennes et la mythologie, naturellement. C'est le cas numéro 1, la forêt Mau au Kenya. La forêt du Mau est le plus vaste ensemble massif de forêts montagnardes indigènes d'Afrique de l'Est, s'étendant sur plus de 270 000 hectares dans les hautes terres occidentales du Kenya. Depuis des siècles, certaines zones du Mau sont considérées comme sacrées par les communautés locales, notamment les peuples Ogiek et Maasai, qui interdisent traditionnellement l'accès à certaines vallées et crêtes de la forêt. Les autorités coloniales britanniques méprisaient ces croyances, les réduisant à de simples superstitions. Mais les relevés écologiques modernes ont noté que la faune elle-même semblait éviter ces espaces interdits, où même les animaux les plus communs se faisaient rares. Un petit peu la même situation qu'on a pu voir avec Portlock, Alaska. Au début des années 2000, la forêt du Mau accueillait une modeste activité écotouristique centrée sur l'observation des oiseaux et la photographie botanique dans ces marges jugées nécessaires. Tandis que le cœur de la forêt demeurait réservé à quelques équipes de chercheurs et guides aguerris. En septembre 2002, Peter Kiprono, guide animalier chevronné, menait un groupe de 6 photographes spécialisés dans les orchidées rares autour de la lisière nord-est de la forêt. Né dans un village voisin et diplômé en gestion de la faune à Nairobi, il était accompagné de 2 porteurs Maasai et de 4 naturalistes européens. Le campement se situait dans une petite clairière à environ 12 km de la route la plus proche, offrant une vue spectaculaire sur la canopée ondulante et la silhouette de l'escarpement du Mau. D'après le journal de Kiprono, les 3 premiers jours furent sans histoire. Floraison, faune ordinaire, documentation riche. Mais dès le 4e après-midi, Lantio, le plus jeune porteur, rentra au camp agité après être parti chercher de l'eau. Il affirma avoir vu, lorsqu'il remplissait ses gourdes, un être semblable à un homme, couvert de poils, immobile sur un éperon rocheux à 60 mètres, la tête suivant ses gestes avec une précision inquiétante. Donc il le fixait,
sans agressivité, mais elle le fixait et l'observait pendant qu'il récupérait de l'eau. Kiprono, inquiet mais rationnel, retourna sur les lieux avec le garde forestier principal David Arap Rotik. Ils y découvrirent des empreintes profondément ancrées dans la vase, bien trop grandes pour un homme et orientées de façon à évoquer un bipède d'un poids considérable. La piste menait jusqu'à une bambousserie, une petite forêt de bambou, où plusieurs cannes de bambou adultes étaient brisées net à plus de 3 mètres du sol. Ce qu'aucun animal régional ne fait, notamment l'éléphant, qui plie plutôt qu'il ne casse. Près des brisures, ils trouvèrent des touffes de poils noirs et rêches. Celles-ci furent soigneusement collectées pour une analyse ultérieure à Nairobi. La nuit suivante, peu après minuit, toute l'expédition fut réveillée par un cri phénoménal venu de la même direction. Le hurlement, débutant par un grondement grave pour se transformer en un cri aigu et déchirant, dura près d'1 minute. Vous vous rendez compte, faire une vocalisation d'1 minute, la puissance pectorale qu'il faut pour générer un tel cri. D'après Kiprono, ce cri était inclassable, mi-humain, mi-animal, mais radicalement effrayant. 2 photographes européens exigèrent une évacuation immédiate au lever du jour, quitte à perdre leur acompte, tandis que les porteurs Maasai refusèrent de s'éloigner du feu, expliquant qu'ils reconnaissaient le cri. Il venait, selon la tradition, du Naimina, Enjo, un esprit de la forêt censé protéger les bosquets sacrés de l'intrusion humaine. Malgré la tension, Kiprono persuada les survivants de rester une journée supplémentaire, ajustant leur itinéraire pour éviter la forêt de bambou. Le matin, avec Rotik, ils retournèrent sur le site et firent une découverte sidérante. Une zone aplatie au sol, branches cassées, végétation écrasée, formant un cercle d'environ 3 mètres. Tout évoquant un nid rudimentaire, aménagé avec soin. Les arbres avoisinants présentaient des traces de griffures et d'écorchures, à 2 ou 3 mètres de hauteur. De nouvelles empreintes menaient vers le camp, et d'autres touffes de poils furent ramassées, ainsi que des branches fraîchement cassées. Kiprono décida alors de stopper l'expédition. Le groupe quitta le camp à la hâte, abandonnant l'équipement lourd à la rencontre de l'équipe de secours près de la lisière où leur témoignage fut recueilli. L'enquête officielle attribua ces incidents à un léopard, son cri et des manipulations de proie déformant le paysage, ou alors aux empreintes d'éléphants modifiées par la pluie. Les analyses de poils, prétendument envoyées au laboratoire de Nairobi, ne furent jamais publiées et les résultats ne furent jamais révélés. Après cet épisode, Peter Kiprono, qui avait construit sa carrière dans le Mau, abandonna les missions forestières pour se limiter à la savane. Dans un entretien, il avoua n'avoir jamais eu aussi peur, persuadé qu'une créature inconnue évaluait et traquait silencieusement le groupe humain. Donc suite au nombre de pas qu'il voyait se diriger vers le camp. Quant à Rotik, il quitta le Kenya Wildlife Service pour se reconvertir à la valorisation culturelle des traditions Maasai, loin des forêts profondes qu'il évitait désormais strictement. Le secteur de la forêt Mau où se déroula l'incident fut interdit officiellement pour protéger les plantes rares. Les guides locaux notèrent cependant que les rangers n'approchaient plus de ce secteur, surtout la nuit, tandis que les habitants alentours continuaient à rapporter des cris étranges et l'observation furtive de silhouettes bipèdes. Peter Kiprono, lui, ouvrit une boutique de souvenirs sur une grande route, expliquant simplement « Je crois avoir vu tout ce qu'il fallait voir des forêts sauvages, surtout là où l'humain n'a jamais été le bienvenu. » Maintenant, chers amis, attaquons le cas numéro 2, Sasquatch dans les cavernes de la zone de l'Appalache, aux États-Unis. Une brume dense recouvrait les montagnes Appalaches le 9 octobre 2015, dévalant les pentes en nappes épaisses de gris qui étouffaient chaque son lointain et avait la silhouette de la forêt. Jack Thompson, 52 ans, et Ellie Mercer, 48 ans, vétérans de la mine dans la région depuis des décennies, avaient les mains tannées par des années de labeur dans la roche. Ils étaient venus inspecter un puits de mine abandonné, vestige des années 1930, abandonné à la décrépitude à l'ombre des montagnes.
La forêt était silencieuse, à part le froissement des feuilles sous leurs pas et le goutte à goutte de sources invisibles, mais la brume paraissait porter un poids oppressant, comme si elle était vivante et observait. Les mines atteignirent le sentier, chargeant leurs sacs, lanternes, cordes, instruments de mesure. L'entrée du puits béait comme une bouche noire dans la colline, les supports de bois pourris, recouverts de crasse, la pierre glissante d'humidité. Jacques fut le premier à inspecter, lanterne à la main, dont la lumière ne révélait rien au-delà de quelques mètres. La pénombre semblait aller plus loin que la physique ne le permettait, absorbant la lumière et rendant l'air plus lourd, plus froid. Élie suivit, marmonnant sur les pierres instables et les bois affaiblis, sans imaginer que quelque chose patientait juste hors de portée du regard. Ils firent descendre la première lanterne dans le puits, son halo oscillant doucement, projetant de longues ombres sur les parois. L'air semblait saturé d'une tension qu'aucun mot ne pouvait nommer. Puis, au fond de la mine, un bruit sourd résonna sur la pierre. Jacques se figea, l'oreille en alerte. Un nouveau choc se fit entendre, plus lent, plus calculé, accompagné d'un souffle grave qui vibrait sous leurs bottes. Élie serra sa lanterne, échangea un regard inquiet avec Jacques. Instinctivement, il savait qu'il ne s'agissait ni d'un éboulement, ni d'une simple chute de pierre. Jacques pointa la lanterne vers le fond. Le faisceau perça l'obscurité à temps pour révéler une silhouette massive qui reculait dans l'ombre. Les détails étaient indiscernables dans la pénombre, mais la taille était évidente. Larges épaules, membres immenses, formes recouvertes de poils sombres et grossiers. Le mouvement était fluide, d'un naturel qu'aucun ours, ni prédateur local, n'aurait pu reproduire. Et la créature s'éclipsa dans l'ombre avec une intelligence indéniable. Avant qu'aucun mot ne sorte, la panique éclata. Les cordes furent arrachées de leurs mains. Les outils métalliques cognèrent contre la roche, et la poussière de pierre tomba du plafond comme si une main fantomatique frappait tout à la fois. Élie hurla lorsqu'une masse s'élança près de l'entrée du puits, forçant les deux hommes à fuir vers la surface, le cœur battant, les poumons glacés. Chaque pas était un combat contre la peur et contre le terrain. Ils s'agrippaient aux racines et aux rochers, tandis que la forme noire les suivait, avançait avec une précision terrifiante, écrasant la brume de toute sa masse. À l'aube, la forêt retrouva un calme atténué. La brume se leva en filaments, ne laissant derrière que les outils éparpillés au départ du sentier, empilés de façon étrange, comme s'ils avaient été déposés avec soin et non abandonnés dans la panique. La boue environnante était marquée d'empreintes impossibles, longues, larges, irrégulières, plus proches de la trace d'une petite voiture que d'un pied humain. La mine demeurait silencieuse, les supports et les parois étaient intacts, comme si la créature qui les avait frappés avait contrôlé chaque chute, chaque débris. Les autorités, appelées par des voisins inquiets, ayant vu les mineurs rentrer bouleversés, attribuèrent les dégâts à des glissements de terrain, la végétation et l'usure ayant fragilisé la structure. Ils qualifièrent d'exagération ou d'illusion les empreintes géantes, jugèrent l'empilement du matériel comme une mesure de sécurité et ignorèrent les témoignages persistants de Jacques et Élie. Pourtant, ces deux hommes aguerris savaient reconnaître la différence entre le hasard et la volonté. Rien de ce qu'ils avaient vécu ne pouvait s'expliquer par une cause naturelle ou fortuite. Ils reparlèrent entre eux à voix basse, convaincus que ce qu'ils avaient perçu était un phénomène d'une forme énorme, intentionnel, conscient de tous leurs gestes, mais qui cherchait à les faire fuir, non pas à les blesser, ni à les poursuivre. Parce qu'en sortant de la caverne, ils s'étaient rendu compte que la créature avait fait demi-tour. Des semaines plus tard, ils revinrent inspecter la mine. Cette fois, la brume était moins épaisse. La lumière filtrait dans les arbres. Tout était redevenu calme, indemne, sans empreinte, la forêt paisible. Ils avaient proposé des offrandes devant la mine et étaient revenus quelques jours plus tard. Mais en revenant, ils avaient trouvé que les offrandes qu'ils avaient faites avaient été prises et qu'en retour, ils avaient reçu des sortes de figurines qui avaient été faites à partir de branches. Ils avaient la sensation, en étant revenus, suite à la réception des offrandes, mais ils avaient la sensation d'être observés
Et cette sensation restait vive, comme la mémoire d'une masse invisible, d'un souffle dans l'air, des craquements de la nuit qui semblaient répondre à chaque mouvement humain. Et effectivement, à chaque mouvement, ils avaient l'impression qu'ils entendaient des craquements autour de la mine, comme des bruits de pas discrets qui semblaient les observer. Pour Jacques et Ellie, la montagne venait de dévoiler une présence qui échappait à toute photographie ou rapport officiel. Un savoir brûlait en eux comme une vérité irréfutable. Ils partagèrent l'histoire avec quelques proches, chasseurs ou mineurs, trouvant à chaque fois la même incrédulité voilée. Aucun sceptique ne pouvait répliquer leur expérience. Seul au cœur de la brume, expérimenté dans ces montagnes et connaissant le bruit du bois, le rythme des pierres et des glissements, ils étaient certains qu'aucun de ces phénomènes ne ressemblait au chaos intelligent et intentionnel qu'ils avaient pris en chasse et qui les observait de manière régulière quand ils revenaient. Donc, au fur et à mesure des années, ils sont revenus régulièrement, déposer des offrandes et autres. Ils n'ont jamais été attaqués à nouveau. Ils ont même pénétré à nouveau dans la grotte, mais n'ont jamais été attaqués à nouveau. Par contre, ils avaient l'impression tout le temps d'être observés. Et suite aux offrandes, ils n'ont jamais été attaqués à nouveau. Même en pénétrant dans la mine à nouveau, ils n'ont jamais été attaqués. Dès lors, mais suite à cette expérience quand même traumatisante, ils sont revenus plusieurs fois dans cette grotte, mais ils ne s'aventurèrent plus jamais au fond d'autres mines désertées. Mais chaque fois qu'ils passaient près de cette grotte, ils avaient un sentiment à la fois de peur et d'intérêt. Et près de ces sommets noyés de brouillard, ils frissonnaient avec la certitude que quelque chose d'immense, de patient et d'intelligent demeure caché, observant, prêt à surgir si l'humain se rapproche trop près. Alors maintenant, chers amis, nous allons attaquer le cas numéro 3, la disparition de Samuel Leiber. Un épais brouillard enveloppa les montagnes des Cascades le 3 novembre 2018, drapant les pentes d'un voile gris qui étouffait tous les sons et noyait la silhouette des sapins majestueux. Samuel Leiber, 41 ans, randonneur et homme de plein air, expérimenté, s'était levé tôt ce matin-là, cherchant la solitude dans cette nature vaste et sauvage. Il était accompagné de son chien Bruno, un malinois robuste, fidèle, compagnon de nombreuses expéditions. La forêt était silencieuse, seul craquement des aiguilles sous leurs pas et gouttelettes d'eau s'échappant des branches humides brisaient le calme. Samuel avançait prudemment, suivant des sentiers et pistes forestières qui s'évanouissaient rapidement dans la mousse et les broussailles épaisses. Son esprit était à l'affût, au moindre changement dans le paysage. Au fil de la journée, le brouillard s'épaissit, s'enroulant lentement autour des arbres, camouflant les collines et les falaises. Samuel fit une pause dans une clairière tapissée de mousse pour vérifier sa carte et permettre à Bruno d'explorer les environs. Les heures passèrent sans incident notable, le brouillard se faisait plus dense, l'obscurité s'étendant. Soudain, une tension subtile traversa l'atmosphère. Une conscience discrète semblait signaler la présence d'autre chose dans la clairière. Bruno, le chien, tendant les oreilles, émit un grondement bas et prudent. Son corps se raidit, ses poils se hérissant. Samuel s'immobilisa, scrutant le brouillard, mais rien n'apparut. Le randonneur ne revint jamais de cette journée et sa disparition déclencha un vaste déploiement de secours. Des équipes fouillèrent la montagne, appelant son nom à travers vallées et ravins. Seul Bruno revint, fidèle, rejoignant une clairière discrète où il s'assit immobile près d'un cercle de brindilles brisées, arrangé de façon trop ordonnée pour être fortuite. Autour de la clairière, des empreintes massives et parfaitement marquées dans la mousse témoignaient d'une présence inhabituelle. Ces traces, bien plus grandes que les pieds humains, présentaient un espace irrégulier, mais méthodique, comme si elles suivaient un ordre d'observation. Les autorités attribuèrent l'absence de Samuel à une chute, à l'hypothermie ou à la désorientation dans le brouillard. Elles considérèrent le comportement du chien comme relevant de son instinct de fidélité. Pourtant, les locaux, chasseurs et randonneurs, parlaient entre eux d'une entité massive, intelligente, furtive, capable d'observer et d'agir sur les humains comme le ferait un prédateur. Les cercles de brindilles et l'arrangement précis des empreintes semblaient marquer une sorte d'espace rituel, contrôlé par une conscience invisible.
Les recherches étendues aux falaises, bosquets isolés et ravins cachés ne firent jamais apparaître de nouvelles traces ni d'indices concluants. Bruno continua de veiller obstinément sur le chemin, parfois debout, doucement se détournant vers la ligne d'arbres et de brouillard où se mouvait une forme incertaine. Son comportement silencieux, ses grondements occasionnels résonnant dans le silence, furent autant de signes que quelque chose d'autre, d'intelligent et de puissant, partageait cette forêt énigmatique. Au final, les preuves tangibles disparurent avec le brouillard, emportant avec elles Samuel et laissant derrière elles le mystère intact hantant les hautes cascades et les esprits des rares témoins. Suggéré dans les commentaires, je vais passer au travers du cas Dyatlov Pass. Et puis je vais en faire une analyse parce que c'est vrai que le cas Dyatlov Pass est vraiment particulier. Donc Dyatlov Pass, ou en français c'est le col de Dyatlov. Donc je vais relater l'affaire et puis après je ferai une analyse de Dyatlov Pass de mon point de vue. Donc l'affaire du passage de Dyatlov, survenu en février 1959 dans la région reculée des montagnes de l'Oural en Russie, demeure l'un des mystères les plus fascinants et inquiétants de l'histoire moderne. 7 hommes et 2 femmes, tous expérimentés, randonneurs soviétiques, avaient entrepris une expédition hivernale ambitieuse à travers le nord des Oural, avec pour objectif de traverser cette zone hostile et d'atteindre le sommet de l'Otorten, une montagne située non loin du lieu du drame. Mais à leur arrivée sur le site, quelque chose d'inconnu et d'inexpliqué se produisit, abolissant brutalement le calme apparent de cette aventure. Le matin du 2 février 1959, leurs tentes furent retrouvées, déchirées de l'intérieur, comme si les victimes avaient paniqué et voulu fuir en toute urgence, sans vêtements adéquats pour le froid extrême. La scène était d'une bizarrerie totale. Les corps furent découverts à plusieurs kilomètres en aval, certains avec des blessures tragiquement violentes. 2 victimes présentaient des fractures du crâne et des côtes cassées, semblables à des impacts violents ou à des décharges de type d'onde de choc. D'autres avaient des yeux manquants ou des blessures internes, sans traces évidentes de lutte ou de violence extérieure. Le mystère s'épaissit, car ces blessures particulières ressemblent à celles causées par des forces naturelles inconnues ou des phénomènes que la science peine encore à expliquer. Malgré les théories qui ont émergé, beaucoup pointent vers un phénomène d'avalanche, en particulier une coulée de neige appelée avalanche de plaques ou slab avalanche. En effet, des études récentes ont confirmé que ce type d'avalanche, rarissime mais possible dans cette région montagneuse, pourrait expliquer le déchirement de la toile de la tente et entraîner des blessures par onde de choc violente. Cependant, d'autres éléments inexpliqués subsistent. La radioactivité élevée détectée sur certains corps, une chaleur intense qui aurait fait fondre des parties des vêtements ou même des métaux. Ils étaient équipés avec des armes à feu et certaines armes à feu ont été retrouvées comme si elles avaient fondu ou une partie du canon aurait fondu, et le comportement étrange des victimes. Ces aspects laissent penser à une intervention d'un facteur encore mal compris qui pourrait aller au-delà de la simple force naturelle, allant peut-être jusqu'à des phénomènes électromagnétiques extrêmes ou d'origines inconnues. Parce qu'on a relevé aussi qu'il y avait des traces électromagnétiques, un électromagnétisme relativement puissant. Plusieurs chercheurs et spécialistes suggèrent aujourd'hui que l'incident pourrait être lié à des phénomènes électromagnétiques puissants capables de produire des effets biologiques dévastateurs tels que décharges de chaleur, déformation de la matière ou des radiations intenses, tout en laissant des traces résiduelles, parce qu'il y avait des traces résiduelles d'électromagnétisme qui subsistent toujours aujourd'hui. Ces phénomènes rappellent certains récits de phénomènes paranormaux ou d'événements extrêmes, comme ceux du portail de Dyatlov, où de fortes émissions d'ondes électromagnétiques auraient provoqué des dégradations physiques radicales et des mutilations mystérieuses. Si cette hypothèse demande encore confirmation, elle ouvre une piste intrigante sur le rôle que l'électromagnétisme pourrait jouer dans ces événements, liés aussi bien aux phénomènes aériens non identifiés qu'aux formes de vie ou d'énergie invisible que certains rapportent dans ces régions. En conclusion, le cas Dyatlov Pass reste aujourd'hui une énigme dont l'explication scientifique n'a pas encore été totalement validée.
toutefois, l'ensemble des éléments, blessures violentes, radiations, chaleur extrême et déchirures mystérieuses évoquent une force inconnue, potentiellement liée à des phénomènes électromagnétiques ou à des manifestations d'énergie encore inexplorées. Alors maintenant, chers amis, essayons de faire une analyse du cas Dyatlov Pass. Okay. Le cas du Dyatlov Pass, survenu en 1959 dans l'Oural sibérien, demeure l'un des mystères les plus énigmatiques des disparitions humaines en milieu sauvage. Moi, je suis allé 2 fois en Sibérie et c'est marrant parce que c'est une des premières histoires qu'on m'a racontées. Moi, je connaissais pas, j'étais relativement jeune, j'avais fait un déplacement professionnel donc en Russie, j'avais passé 3 jours en Sibérie et on m'avait raconté cette histoire. J'avais trouvé ça absolument fou et fascinant. Et donc, si vous voulez, même jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire qui est racontée en Russie pour dissuader les gens d'aller dans des environnements reculés seuls. Okay, donc, il y a des endroits en Sibérie où il y a une recommandation très forte de ne pas aller seul. Même si vous êtes un chasseur aguerri, il ne faut pas aller seul. On considère qu'il y a des entités, qu'il y a des choses qui se passent, notamment des ovnis et des situations qui peuvent se reproduire, comme on avait vu dans l'épisode 12, cas numéro 5. C'est un cas type Dyatlov Pass. Okay. Donc, 9 randonneurs expérimentés périrent dans des circonstances particulièrement mystérieuses et violentes, suscitant de nombreuses hypothèses allant du phénomène naturel extrême à des interventions inexpliquées, type OVNI. Voilà. Personne n'a jamais suggéré type Sasquatch. Moi, je suis peut-être le seul ou l'un des seuls à suggérer c'est un type Sasquatch. Pourquoi ? Alors, parmi les éléments les plus troublants, on note la présence de blessures internes très graves sur certains corps, notamment des fractures de cage thoracique avec des côtes brisées vers l'intérieur. Donc c'est-à-dire, on donne un coup très puissant et les côtes se tournent vers l'intérieur. Ok ? Parfois sans blessure externe apparente, ce qui a intrigué autant les médecins que les enquêteurs. Ok ? C'est l'enfoncement de la cage thoracique vers l'intérieur, mais il n'y a pas de blessure externe. C'est très étrange. Et donc cette nature spécifique des traumatismes rappelle certains témoignages et observations de cas liés au Sasquatch ou d'autres créatures cryptides, mais surtout le Sasquatch. C'est-à-dire que les blessures que l'on retrouve liées aux témoignages des gens qui se sont fait attaquer par les Sasquatch, on parle de coups très importants au niveau de la poitrine. Pourquoi ? Parce que je pense que les Sasquatch connaissent bien l'anatomie humaine et qu'un coup très fort au niveau de la poitrine fait que vous pouvez perforer le cœur ou les poumons très rapidement. Et vous êtes dans l'incapacité de vous défendre après. Parce que même quelqu'un qui est blessé à une jambe peut réagir, peut faire quelque chose. Mais là, on tape dans la poitrine, c'est fini. Okay. Donc, on parle de forces immenses, invisibles et souvent soudaines, sont capables de causer des dégâts physiques majeurs sans trace d'armes ou d'impact conventionnel. Donc, on ne parle pas de coups de couteau, coups avec un coup avec, une branche de bois, par exemple. On parle de dégâts très très importants et semblerait venir d'un coup extrêmement violent, mais sans trace de blessure. Vous voyez un peu l'idée, parce que si vous tapez avec une batte, il y a des traces de blessure, il y a des traces où on touche le muscle et ça fait des bleus, ça fait des traces. Mais là, c'est un seul qui enfonce la poitrine. Donc on parle d'une force incommensurable. Donc on avait vu ensemble qu'on avait fait l'analyse physiologique du Sasquatch et on parle d'une entité qui peut avoir 30-40 fois la force d'un homme. Donc vous devez vous imaginer la force qu'il est capable de produire quand il met un coup. Donc ces similitudes encouragent une vision commune selon laquelle une énergie ou une force hors norme, probablement reliée au Sasquatch, mais il y a aussi les effets électromagnétiques. Et ces phénomènes électromagnétiques puissants interviennent aussi dans ces événements. Pas dans tous les événements Sasquatch, mais c'était le cas à Portlock, Alaska. C'était le cas dans l'épisode 12, dans l'épisode 12, cas numéro 5. Et c'était le cas aussi dans Dyatlov Pass et les interférences qu'il y a pu y avoir à Portlock, Alaska. Donc en parallèle, les restes des victimes du Dyatlov Pass émettaient des niveaux anormaux de radiation. Alors effectivement, l'électromagnétisme, poussé à un certain degré, génère de la radioactivité. Okay ? Quand on voit les pulsars dans l'univers, les trous noirs génèrent un grand niveau de radioactivité. Mais ce sont des phénomènes électromagnétiques avant tout.
et certaines zones hors du camp de Dyatlov Pass avaient subi des températures et des chaleurs inhabituellement élevées, capables de fondre des matériaux. On a vu certains fusils où la partie du canon avait fondu partiellement. Donc une exposition à une chaleur intense. Effectivement, l'énergie dégage de la chaleur. Donc si vous avez un niveau d'électromagnétisme très intense, cela génère une chaleur importante. Ces faits suggèrent la possible influence de phénomènes géophysiques ou électromagnétiques extrêmes, qui peuvent être associés à des surtensions électromagnétiques naturelles ou à des manifestations rares encore méconnues des sciences classiques. OVNI, c'est le cas aussi, on parle beaucoup d'OVNI avec la radioactivité qui proviendrait de l'exposition à certains appareils UAP, UFO. Dans le contexte de Missing 411, tout comme certains récits cryptozoologiques, s'inscrit dans un réseau de mystères où la science commence seulement à entrevoir l'importance de l'électromagnétisme, parce que tous ces gens qui font ces vidéos, personne n'en parle. Okay. Non seulement comme l'électromagnétisme, non seulement comme force physique, mais également comme agent possible de transformation, d'effet sur la conscience et la matière, et en lien avec des réalités encore très largement inconnues et hors cadre de ce que nous comprenons, connaissons. Ces convergences entre blessures inexplicables, radiations extrêmes et phénomènes électromagnétiques offrent un champ d'investigation prometteur pour mieux comprendre les disparitions mystérieuses et les phénomènes paranormaux correspondants. Chers amis, nous avons atteint la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Donc le point de conclusion, naturellement, qui pourrait s'intituler l'énigme vibratoire, le pont invisible entre monde et réalité. Alors, l'ensemble des éléments analysés dans cet épisode, pour moi, met en lumière une dimension spirituelle profonde qui semble émaner des phénomènes entourant le phénomène d'ensemble Missing 411, que l'on considère la partie UFO, UAP ou la partie Sasquatch. Les observations récurrentes d'objets volants non identifiés, de manifestations cryptides, telles que le Sasquatch ou les Nantinak, dessinent un tableau où le monde physique ne peut plus être dissocié du monde spirituel. Ces présences ne sont pas simplement matérielles ou biologiques, elles semblent évoluer à la frontière de plusieurs réalités, dans un entre-deux vibratoire où l'énergie électromagnétique joue un rôle prépondérant. L'électromagnétisme, loin d'être une simple force physique, apparaît comme le lien fondamental ouvrant sur des portails interdimensionnels. Ces vortex d'énergie mystérieusement localisés sur plusieurs sites à travers le globe, ou éventuellement la mise en place de portails interdimensionnels de manière artificielle en utilisant des technologies comme on l'avait vu exotiques, type élément 115 ou élément 116. Ces vortex d'énergie mystérieusement localisés dans le monde ou artificiellement créés, comme je le disais, pourraient faire communiquer notre dimension avec d'autres plans d'existence, plus subtils, plus immatériels, comme l'avait expliqué Sandra P. dans son témoignage. Là où la perception humaine s'efface ou est altérée, là où les sens classiques sont dépassés, les champs électromagnétiques intenses semblent favoriser la translation entre ces mondes parallèles, offrant des aperçus sporadiques d'une réalité multidimensionnelle. Cette hypothèse s'appuie sur la vibration des fréquences, une idée ancienne qui traverse les traditions spirituelles et trouve un écho dans les dernières découvertes scientifiques. La fréquence d'un phénomène, selon certains chercheurs et témoins, déterminerait son mode d'existence, son pouvoir de pénétrer dans notre conscience et notre matière. Dès lors, le phénomène Missing 411, avec ses disparitions inexpliquées, ses rencontres surprenantes et ses expériences sensorielles modifiées, peut se comprendre non seulement comme une énigme physique, mais comme une invitation à revisiter les notions traditionnelles de réalité, de temps et d'espace. Cette réinterprétation ouvre la voie à une quête de connaissances nouvelles où la science, la spiritualité et l'expérience humaine convergent pour approcher ce qui pourrait être au cœur de l'inconnu. Un univers vibrant, électromagnétique et multidimensionnel, peuplé par des forces, des consciences et des formes de vie que nous connaissons à peine à entrevoir, dans ce qu'on en appelle des anges, des djinns, des démons ou peut-être d'autres entités également.
Le passage d'un monde à un autre, la rencontre avec ces entités hors du temps et l'échange d'énergie via l'électromagnétisme peuvent être les clés du mystère Missing 411. Ce n'est plus simplement une affaire de disparition, mais un appel à comprendre le tissu même de la réalité dans tous ses aspects, visibles, invisibles et insondables, naturellement. Sur ce, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie pour l'attention que vous portez aux vidéos et les pouces d'appréciation et les messages et les messages d'encouragement pour que je retrouve un emploi. Donc, je vous remercie tous profondément et que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. À bientôt. Bye.